Bonjour à tous et à tous pour ce nouveau format, le Chant des Machines, donc, qui est un nouveau format original de rencontre à Strasbourg entre musiciens, artistes électroniques et public. C'est un concept imaginé par la laiterie et par Longevity Music School, avec comme premier invité Arnaud Robotini, qu'on ne présente plus, mais que je vais quand même présenter. Merci beaucoup. C'est quand même nécessaire de faire une petite introduction à Arnaud, qui est un peu, pas un régional de l'étape, mais qui est né à Nancy. Attention, c'est pas pareil. Bon, c'est pas pareil, même s'il n'y a pas d'antagonisme. Voilà, non, je pense qu'il n'y a pas d'antagonisme. Donc, mais en fait, c'est à Paris qu'il s'est fait vraiment connaître en 1998, on va dire, en créant Black Strobe, un duo avec Yvan Smag, avec lequel il était vendeur dans une boutique de disques qui s'appelait Rough Trade. Puis, il y a une étape marquante dans sa carrière, c'est son album organique, sous pseudo Zen Advesta, dans lequel qui lui a permis de rencontrer Alain Bachung, qui était invité sur ce disque. Bon, il y a un autre album que je vais citer, qui s'appelle Music Components, qui est sorti en 2008, qu'il a intronisé en quelque sorte spécialiste des machines, des synthés analogiques. On peut dire que ça a été un moment clé dans ce parcours, jusqu'au dernier maxi paru il y a peu de temps, Shiny Black Laser. Donc c'est un producteur très spécial, à la fois parce qu'il aime à la fois, on va dire, Johnny Cash et la techno de Détroit, et le jazz dont on parlait tout à l'heure, tous les deux, hors micro. Et puis, on est là aujourd'hui pour parler bande originale de film, et il est entré en 2013 dans la composition de musique de film avec le premier film du réalisateur Robin Campillo, Eastern Boys, qui va retrouver en 2017, beaucoup de dates, excusez-moi, vous n'êtes pas obligé de prendre des notes sur les dates, mais pour 2017, c'est la fameuse BO de 120 BPM, pour lequel il a eu un César, ce qui a permis par la suite de faire d'autres bandes originales de films, dont la dernière, c'est Curiosa, avec notamment Camilla Jordana. Disons que je voudrais savoir un peu, Arnaud, pour une première question, comment la composition de musique de film est entrée dans ta vie d'artiste. En fait, elle est entrée par cet album dont tu as parlé, Organique, Zen Avesta, où j'ai eu quelques contacts avec Robin Campillo pour un film qui s'appelle Novo, de Jean-Pierre Limousin, dont j'ai composé un morceau parce qu'il avait une équipe de compositeurs qui n'arrivait pas à faire ce morceau, qui était quelque chose d'un peu pop romantique dans l'esthétique du disque Zen Avesta Organique pour écouter, j'en ai parlé ce matin à ceux qui étaient là, un peu d'inspiration contemporaine, c'est-à-dire plus le côté debussyste, une sorte de pop comme ça un peu impressionniste avec voilà, où j'ai réussi assez rapidement par ma façon d'aborder la composition à ce moment-là, d'avoir une sorte de son dans mon orchestration. Ça a beaucoup marqué les gens, ouais. Et c'est un peu ça qui a intéressé les gens dans le cinéma, et notamment Robin Campillo, puisqu'il est venu me voir en 2013 pour son deuxième film, en fait. Son deuxième film, oui, le premier, c'était Le Revenant. Je sais pas, oui, très bien. Et c'était Mogwai qui a fait la musique. Ouais, c'est vrai. Mais donc en fait, c'est un peu la musique de film qui est venue à toi plutôt que toi qui. Tout à fait. Après, en tant qu'amateur de musique, j'étais sensible aux grands compositeurs de musique de film, notamment ceux que j'aime bien que je qualifierais de stylistes, ceux qui ne sont pas dans la reprise de thèmes de musique classique ou d'orchestration purement classique, mais ceux qui ont des sons un peu particuliers. Je pense à Nino Rota, à Ennio Morricone. Et alors, il y a une référence dans la musique de film et machine synthétique. C'est bien entendu John Carpenter. Ça, c'était une. Ça, évidemment, John Carpenter, dès qu'on aime un peu John la musique. On va peut-être dire un peu qui c'est pour ceux qui peut-être ne savent pas. John Carpenter, qui est un réalisateur et aussi un compositeur de musique de film, notamment pour The Thing, Halloween. The Thing, c'est Ennio Morricone. Ah, ben voilà. Bon, d'accord. Non, merde.
Je crois, si je ne me trompe pas. Mais ah bon, d'accord. Que le thème est génial. Et il fait un peu de Carpenter, en fait. Oui, ça ressemble beaucoup. Ouais. Donc ça a été une référence pour toi ou pas, ce Carpenter, parce que Oui, tout à fait. Ça, je pense, ouais. c'est une référence pour tous les musiciens électroniques, avec tous les grands thèmes qu'il a écrits, qui sont parfois au-delà de ses films. D'ailleurs, moi, j'ai entendu la légende comme quoi Halloween, il avait proposé sans musique, et les producteurs, les distributeurs trouvaient que le film faisait pas assez peur. Et il a créé ce fameux thème. Et le film s'est vendu un peu distribué parce qu'il a fait la musique. Je crois qu'il l'a faite un peu comme ça. Enfin, c'est peut-être un peu une légende à vérifier. Mais oui, c'est tout à fait le genre de compositeur. C'est-à-dire que je peux adorer la musique classique, la musique contemporaine. Je peux l'adorer dans le cinéma, mais les gens qui me touchent, c'est ceux qui arrivent avec une approche plus personnelle. Ouais. Mais est-ce que tu as été surprise par cette proposition de Robin, donc de travailler sur une musique de film? Surpris. J'avais déjà eu donc quelques expériences et je me doutais que ça pouvait m'arriver. Donc, surtout que je faisais quand même une musique instrumentale, un peu acoustique. Enfin, Zendavesta, c'était ça. Donc, ça m'a pas trop étonné que je puisse être approché par le cinéma. Ouais. Et à tes débuts, est-ce que tu pensais à des images, par exemple, quand tu produisais tes morceaux? Non. Et finalement, même dans la musique de film, les images, c'est pas ce qui compte. Ça peut vous surprendre. Notamment avec Robin Campillo, on fait ça un peu à l'ancienne. C'est-à-dire que la musique, ou une partie de la musique, à chaque fois, a été composée avant le tournage. C'est-à-dire que le réalisateur, donc ça c'est très important dans votre approche de compositeur pour le cinéma ou compositrice pour le cinéma, d'écouter le désir du réalisateur. Et un couple réalisateur-compositeur ne peut que fonctionner si le réalisateur a de vraies bonnes idées et de vraies bonnes demandes. Parce que c'est lui le maître d'œuvre. Il faut toujours penser que nous, on est là pour être au service d'une œuvre qui nous dépasse, dont on n'est pas le maître d'œuvre, on ne la contrôle pas totalement. Oui. Quand vous décidez de faire un morceau de musique, vous allez décider de tout, c'est-à-dire de la temporalité de ce morceau de musique, s'il y a un texte, de quand se passe le texte, de quoi va parler la chanson, de quel sera son tempo, quelle sera l'intention que vous voulez donner à votre morceau. Pour une musique de film, c'est pas du tout ça. Vous êtes au service d'une histoire. Alors, vous pouvez vous flatter de dire que vous êtes, avec le scénariste, la seule personne qui écrit quelque chose. Ça, c'est vrai. On écrit quelque chose. Mais on écrit quelque chose qui répond à une demande d'un réalisateur. Donc, avec Robin Campillo, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui est un vrai mélomane, à qui on a beaucoup de plaisir de partager de la musique ensemble, de discussions musicales autour de ses films, ou même des moments où on travaille ensemble. Voilà, il faut vraiment être à l'écoute et au service du film. Et quand c'est bien formulé, l'image, finalement, le travail synchro à l'image, il n'est pas tellement là. Enfin, ok, ça va fonctionner. Après, bien sûr, il y a des choses techniques de montage, mais ça, c'est vraiment annexe. Le vrai truc, c'est de comprendre l'intention, de comprendre la couleur, de proposer au réalisateur, par rapport à toutes les idées qu'il va avoir, s'il n'a pas une vision globale de sa musique, vous de penser... moi, je sais que pour d'autres films que j'ai fait, pas avec Robin, je pensais à des instruments en particulier qui pouvaient intervenir dans le film. Par exemple, pour Le Vent tourne de Bettina Oberli avec Mélanie Thierry, c'est un film très rural et qui se passe dans le Jura suisse. Et il y a tout un truc avec une éolienne. Et j'ai voulu choisir des instruments, appuyer le côté un peu les forces telluriques, le bois, le vent. Voilà, donc j'ai utilisé beaucoup de corps, par exemple. J'ai fait des choix esthétiques comme ça qui allaient dans le sens de l'histoire et qui sont partagés avec la réalisatrice, en l'occurrence. Là. Mais d'une manière pratique, est-ce que tu commences tu lis le scénario et c'est là où tu commences à échafauder des bribes de morceaux comment ça se passe de manière technique? Tout dépend
du réalisateur et à quel moment vous êtes appelé. Parce que avec Robin Campillo, je suis appelé à chaque fois qu'on a parlé de la musique avant le tournage sur le scénario. Pour 120 battements, une partie de la musique est écrite avant le casting. Oui. Là, on parle du prochain film de Robin. Le casting n'est pas. C'est un scoop. Tu vas travailler sur le prochain. C'est pas trop ma pensée. C'est pas fait, pas fini. On ne sait jamais. Tant que c'est pas signé. Voilà, c'est pas signé, c'est pas signé. Mais voilà. Donc on peut travailler très en amont. Ça, j'adore parce que. Je peux vous expliquer pourquoi. Parce que après, pour les 2 autres films que j'ai pu faire par ailleurs, c'est vraiment des films qui étaient déjà montés ou en cours de montage, et je suis intervenu. Ouais, donc il y a différents cas de figure où là vous êtes, le réalisateur dit ah oui là je voudrais une musique, ou dans certains cas où il y a des musiques références. Dans un film, c'était que ils avaient pris des références, c'était que des morceaux à moi, soit d'anciennes BO et pour illustrer un peu la couleur qu'ils voulaient. Donc ça, je trouve que c'est le travail le moins intéressant, parce que finalement vous êtes là, on dit vous avez 1 minute de musique à produire. C'est vraiment un travail de commande là pour le coup. Oui, c'est toujours un travail de commande, mais sauf qu'il est hyper restreint. Que quand on travaille à partir du scénario, on n'a pas cette contrainte. Donc la créativité, je sais que pour Robin, quand on fait ça, du coup, je m'envoie des morceaux. Je n'envoie pas 1 minute de musique. Alors moi, ça m'arrange à fond pour ma BO après. Ah oui. Parce qu'il va y avoir effectivement 1 minute à la fin dans le film, ou 2, ou 30 secondes. Mais moi, j'aurai tout un morceau autour de l'idée. D'accord. Et ça, c'est très pratique. Et après, c'est un échange un peu. Tu fonctionnes en aller-retour. Voilà, c'est ça, c'est en aller-retour. C'est vraiment. On fait une proposition. Alors. Pour l'ego, je donne un conseil. Il y a trois solutions quand vous faites une proposition. Soit elle est bonne et elle est acceptée, donc ok, ça passe. Soit elle ne correspond pas à la demande, mais vous aviez une super idée, donc gardez-le pour vous, ça vous fera un morceau pour une prochaine production. Soit vous êtes trompé et c'était pas bon et vous ne garderez pas. Voilà. Donc voilà. Mais c'est difficile justement de switcher un peu dans sa tête entre quand tu travailles tout seul pour toi, où finalement tu n'as pas de compte à rendre à personne, et ce moment où de travailler avec un réalisateur, puisque en fait il n'y a que le réalisateur que tu as comme interlocuteur. Non, parfois on a des musiques supervisors, parfois un peu la production. Après, tout dépend un peu de quelle relation on établit entre le réalisateur et le compositeur. S'il y a un dialogue fluide, le music supervisor il est là juste pour gérer le budget. Ouais. Et puis j'ai jamais eu de problème avec les personnes avec qui j'ai pu travailler. Ça s'est toujours passé de manière assez fluide, en dialogue direct. J'aime bien avec plus ou moins des gens qui avaient le vocabulaire. Il faut savoir parfois interpréter une demande, savoir tester, envoyer des pistes et voir comment la personne, le réalisateur ou la réalisatrice réagit. Mais oui, c'est un truc de dialogue. Après, moi, j'aime bien faire la musique de film en faisant autre chose. D'accord. Parce que souvent... Ça inspire ton travail Non, c'est juste une question. Ça peut inspirer mon travail, ça c'est une autre question. Mais ce que je voulais dire là, c'est que vous êtes en train de travailler sur un de vos morceaux, et puis bon, vous êtes dans un processus de création de musique. Bon, dans un échange, vous avez une première proposition, puis vous n'avez pas la réponse dans les 10 minutes. En général, vous l'envoyez par Internet, puis la réponse, alors suivant où ils en sont dans la création du film, soit le réalisateur, il a que ça à faire, il vous répond dans la demi-heure. Et donc ça va assez vite. Soit parfois il est en montage ou en casting, ou le tournage démarre et vous êtes encore en train de parler de ça et vous pouvez avoir une réponse une semaine après. Donc il ne faut jamais s'inquiéter. Donc il faut faire autre chose pendant ce temps-là. Donc voilà, moi je sais que ça ne me dérange pas du tout. Alors je sais que par contre quand j'ai la réponse, je réponds tout de suite. J'essaie de tout de suite renvoyer quelque chose, d'avoir une proposition. Soit une nouvelle proposition si ça ne correspondait pas, soit affiner l'idée qui a plu, voilà, faire mes modifications. Mais par contre, il faut faire autre chose à côté. Ouais. Et selon toi, un peu pour quelle raison un réalisateur fait appel à toi? Parce qu'il connaît Arnaud Robotini, DJ ou producteur, ou parce qu'il a une idée globale d'une ambiance électronico-synthétique? Oui, puis le mélange acoustique que je peux faire, là, qui est présent sur Standby, enfin, sur toutes les BO, je pense que voilà, ce côté un peu impressionniste. C'est un peu les BO qui entraînent d'autres BO Oui, je pense ça. Puis,
Et puis moi j'essaie d'avoir une vision un peu d'un son, d'avoir un son sur chaque BO, de vraiment penser mon instrumentation, d'avoir une approche vraiment comme quand je produis un disque en fait. Pour moi c'est un peu la même chose. C'est pareil. C'est pas tout à fait pareil parce que la production de disque, là, on écrit en général pas du tout, ou marginalement quelques arrangements qui peuvent être faits comme ça. Mais là, on écrit vraiment. Mais quand je réalise un disque, je suis en dialogue pareil avec le groupe. Alors pareil, je suis pas tout à fait le maître d'œuvre. C'est pas moi qui vais décider. Je suis une force de proposition finalement. Et j'aime bien définir une sonorité, une direction artistique et m'y tenir. Et pour les films, c'est ce que j'aime faire aussi. Ouais. Et au niveau des machines, est-ce que tu as des machines qui sont réservées à la composition de musique de film, d'autres à tes propres titres? Comment ça se passe? Disons que non, ça dépend de la demande et la pertinence et la temporalité du film. Si on joue sur Bon, Curiosa, c'est un film d'époque, donc on a joué sur l'opposition musique électronique avec une partie acoustique, donc toute une partie d'instrumentation. Là, pour le coup, comme en plus il y a des évocations de Debussy dans le film, un peu debussiste, où j'utilise pas mal la harpe, la flûte, des instruments qui peuvent caractériser Debussy, le piano évidemment, et plus un peu de musique électronique. Donc avec cette esthétique comme ça un peu, même si le terme, les impressionnistes musicaux français le détestaient, ce terme, on va dire comme ça, donc un peu impressionniste. Tout dépend, non, je m'interdis à rien. Il y a des films où il n'y aura pas de synthé, par exemple. Ouais. Et ça se passe généralement, c'est un travail de home studio, ou alors est-ce que il y a une partie... Il y a une partie home studio. En général, je maquette. Alors là, pour les gens avec, j'en ai parlé un peu ce matin, j'utilise Complete, avec le logiciel s'appelle Contact, qui vous permet d'avoir des sons d'instruments acoustiques de l'orchestre ou autre, pour faire des maquettes. Et ensuite, j'enregistre ces parties acoustiques, comme quand je fais un album où j'ai des parties acoustiques, quand il y en a. Ouais. Et combien de temps tu mets pour faire une BO d'une heure et demie à peu près? Comment ça se passe? En France, on fait rarement des BO d'une heure et demie, parce qu'on n'est pas comme les films américains où il y a la musique tout le temps. Donc, pour un film d'une heure et demie. Pour un film d'une heure et demie, en général, je vois là, je suis président d'une petite commission au CNC pour attribuer des aides à la création. Donc là, j'ai une vision bien globale. Le temps de composition, en général, c'est une demi-heure, 40 minutes pour les... 50 minutes, c'est déjà beau, 60, c'est énorme, sur un film français en fait. Et là, donc toi, ça te demande un travail qui se en journée, en mois. J'avoue que je ne saurais pas vraiment répondre à cette période. Ça s'étale sur sur plusieurs mois, voire. D'accord. Ouais. Et c'est donc. Tout dépend des films. Si c'est des films qui sont déjà montés, effectivement, en un mois et demi, c'est fait. Enfin, le temps que voilà. Mais tu t'y mets donc un peu pas en dilettante, mais je veux dire à côté de ton travail personnel. En fait, c'est juste que comme on contrôle pas la temporalité de l'interaction, parce que comme je dis, c'est pas des journées forcément entières. Les moments, il faut attendre une réaction du réalisateur. Et ça arrive aussi que le réalisateur t'envoie des images et que tu composes sur les images? Oui, tout à fait. Une fois il y a toujours, même avec Robin, après, il y a un moment où, tiens, j'ai cette scène et je voudrais mettre je sais pas, une ambiance particulière. Et là, je travaille sur la scène. J'ai même eu des essais. Donc filmé au téléphone avec les comédiens pour travailler sur de la musique. J'aime bien travailler avec le son aussi du film. Je trouve que c'est intéressant. La musique de film, la musique du film ou la musicalité d'un film n'est pas que le score en fait. C'est aussi la prise de son, c'est aussi le jeu avec les sons de l'action ou de la scène. Et j'aime beaucoup ça aussi avec les dialogues, jouer avec les silences. Ça, c'est presque plus, quand on parlait à l'image, je travaille plus avec le son quand j'ai des scènes comme ça qui sont montées. Je mettrais plus le son du film, enfin je travaille plus avec le son du film qu'en regardant l'image.
Et ce travail-là dont tu parles avec passion, c'est quelque chose à tes débuts que tu te projetais là-dedans dans la musique de film ou pas du tout? Bah, disons que quand on est musicien, compositeur, il y a un truc assez noble de la musique de film qui nous fait rêver, qui fait rêver beaucoup de gens, je pense. Quand on arrive, voilà, après c'est une sorte alors, je dis pas que la musique de film est au-delà de la musique tout court, loin de là, mais c'est une sorte c'est une étape bien, quoi. Ouais. Oui, surtout quand on reçoit un César. Ouais, voilà, quand on a en plus, bah après, voilà, ça ce que. Alors, si votre but dans la vie c'est d'avoir un César, je dis un truc, c'est il faut avoir beaucoup, beaucoup de chance, parce qu'il faut rencontrer un peu de talent quand même. Un peu de talent, mais ça, je dirais que c'est pas ce qui compte le plus. Hein, c'est les rencontres, c'est d'être dans le bon wagon. Le piston. Non, de travailler avec le bon réalisateur qui va mettre votre musique, qui va utiliser votre musique. D'ailleurs, il la met pas parce que lui, il l'utilise. Hein, lui, il a un but. Hein, il n'est pas là pour vous faire plaisir. Donc, il va l'utiliser avec intelligence et pertinence. Et puis d'avoir le film qui a eu suffisamment de succès, l'année où la musique dont la musique est mise en avance. Donc il faut quand même beaucoup c'est les prix, c'est souvent un peu. Ouais. Mais tu penses que justement pour réaliser des BO, il vaut mieux avoir un réseau, voilà, c'est difficile pour un jeune producteur comme ça de se dire bon, moi je voudrais faire des BO, comment il peut accéder un peu à ce Graal? Bah après, il y a des écoles pour ça, hein, et les classes de conservatoire qui existent. Alors, moi, je pense que ça, c'est un peu en perdition. Hein, quand vous regardez justement les Césars, quel est le grand compositeur ou le dernier qui a gagné une BO avec un score uniquement de l'orchestre, je pense que ça remonte. Oui, c'est vrai. Peut-être à 10 ans. Ouais. Donc maintenant, c'est que là, le dernier, c'est Rhône, Oui. si c'est une année un peu particulière, mais bon, c'est Rhône qui l'a eu. Il y avait quand même Christophe Julien en face, qui lui, est un compositeur vraiment orchestre, qui travaille pour Dupontel, qui était aussi contre moi pour l'année 120 battements par minute, aussi avec un film de Dupontel. Et lui, il se dit, c'est dur, les mecs de l'électro, ils doivent bien nous détester. Bon. Et qui est un très bon compositeur. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a du talent, mais je pense que cette voie-là, elle est compliquée maintenant. Elle est très compliquée. Et le lauréat de l'année avant, c'est Dan Levy aussi, qui est producteur de The Do, plutôt, alors qui n'est pas à proprement dit un musicien électronique, mais enfin qui est quand même qui est pas non plus. Voilà. Mais on sent vraiment, c'est vrai que les musiciens, les producteurs électroniques sont de plus en plus utilisés pour la BO. Oui, parce que voilà, c'est une tendance qui est plus moderne, où il y a du style qui peut s'exprimer, qui est peut-être aussi un peu moins cher. Oui, peut-être. Même si avec les aides, je vois par rapport au CNC, c'est pas forcément ça le problème, je crois pas. Mais je pense que oui, voilà, les réalisateurs ont envie d'autre chose, le public a sûrement envie d'autre chose. Ça correspond peut-être aussi à un goût des réalisateurs pour la musique électronique. Peut-être qu'ils ont été en rêve quand ils étaient jeunes ou que ça fait sans doute. Maintenant, la musique électronique, c'est une musique de vieux. Ouais. Donc de gens qui sont en position dont on est là pour leur témoigner. Voilà. Donc voilà, c'est des choses qui sont rentrées dans les. Ça n'a plus rien d'extraordinaire, la musique électronique. Avant, il y avait ce conflit, je l'évoquais ce matin un peu, entre les musiciens, interprètes, qui travaillaient leur instrument et que leur instrument, et qui voyaient un connard arriver avec une boîte à rythme, un synthé qui appuyait. Ils avaient l'impression que le gars avait qu'à appuyer sur un bouton et ça jouait tout seul. Ça, c'est fini, et je pense que voilà, la musique électronique est partout. Quand vous regardez les titres qui marchent, c'est pour trouver le premier qui est enregistré de manière acoustique. Oui. Peut-être l'album de Feu Chatterton, qui est de la batterie. Peut-être le seul du top album où il y a de la batterie. Oui. Peut-être les Enfoirés qui sont dessus, s'il y a la batterie. Mais là, c'est vraiment la musique particulière. Troisième âge. Mais voilà, je pense que voilà, c'est maintenant. Enfin, c'est l'air du temps aussi. Oui, c'est l'air du temps. Et ce César dont tu parlais, est-ce que ça a entraîné, j'imagine, ça a dû entraîner énormément de demandes, de sollicitations? Je ne vous écoute pas trop, en fait. J'ai été sollicité plus avant
qu'après. Blocage, ils ont dit Arnaud est trop cher, on va pas. Bah ouais, on m'a parlé qu'il y a une malédiction du César et voilà, je crois que ça m'a un peu tombé dessus. Donc, après, j'avais pas pris d'agent pour le cinéma. Maintenant, j'ai un agent qui va communiquer. Mais ça m'a rapporté plein de choses, le succès de 120 battements par minute, notamment faire une belle tournée, de pouvoir jouer la BO avec les musiciens sur scène, de sortir un peu là de mon carré tout seul, que je peux faire en club et de venir vers un public plus de concerts que de rêves. Ça me plaît beaucoup. Ça m'a rapporté plein de choses, mais pas trop d'autres films. C'est surprenant. Voilà. Mais t'es quand même sollicité, tu as des demandes, j'imagine aussi. Comment est motivé ton choix? C'est le scénario, le réalisateur. Bon, tu as l'habitude de travailler avec Campillo, oui, c'est les deux. C'est ce que je dis, ce que j'aime, c'est les rencontres artistiques. Donc avec les gens avec qui j'ai choisi de travailler. Parce que j'ai refusé des films aussi. Quand même. Parce que je sentais pas le projet, je sentais pas le réalisateur, ça ne me correspondait pas. Si j'ai eu des demandes post-César, mais que j'ai refusé parce que ça faisait juste. Tu ne le regrettes pas? Je ne le regrette pas. En plus, j'ai vu les films après. Je dis, j'ai pas regretté. Donc voilà, mais je cherche une rencontre et quand je sens que le dialogue avec le réalisateur, on est sur la même longueur d'onde, je m'engage. Parce qu'il y a quand même après, y a un truc, c'est qu'on est parti sur un bateau en pleine mer. Hein. Oui, puis ça dure longtemps. J'ai l'impression que ça dure assez longtemps. Ça dure très longtemps. Ouais. Oui, ça dure longtemps. On a une relation très proche. C'est des moments assez beaux aussi avec les réalisateurs parce que je les admire beaucoup parce que c'est des gens qui ont d'énormes responsabilités. Quand vous êtes en train de monter un film, vous avez engagé déjà beaucoup d'argent, plusieurs millions. C'est souvent ça les budgets des films. Donc, ce que nous on connaît pas comme budget dans la musique. Et un nombre de gens incroyables qui a travaillé sur le film avant même sa mise en vente. Nous, on plante un album, on est un peu déçus, on a perdu un peu de temps, peut-être un peu d'argent, et on a déçu les musiciens qui avaient joué dessus, mais c'est pas tant de gens que ça, et c'est pas le même enjeu. Les réalisateurs ont un espèce d'enjeu vraiment important, et souvent, c'est des beaux moments humains, parce que du coup, ils se retrouvent avec leur monteur, ou Robin Campillo, il monte lui-même ses films, et il a une monteuse avec lui. Donc on se retrouve un peu tous les trois et je trouve ce moment de création avec le réalisateur très, très beau. Il y a quelque chose de... Enfin moi, tous ceux que j'ai vus un peu se battre sur la fin de leur film pour finir... Si vous avez aussi le truc, on n'en a pas parlé, mais le fait de finir une œuvre, c'est toujours un problème pour tout le monde, finir des morceaux... Se séparer de l'objet de notre jouissance, ça peut être problématique. Et de voir ce moment-là et de voir la force qui dégageait et la conviction, c'est souvent. Enfin, moi, ça m'a impressionné. Mais c'est des beaux moments de partage humain et de dialogue. Mais ça te met la pression aussi, parce que là, finalement, tu te dis, mon travail entraîne d'autres choses derrière. Ça ne met pas la pression, ça donne envie de donner. Ouais. Moi, je les admire et donc du coup, ça donne envie de donner sans réelle pression, parce que voilà, je veux dire, si un film marche, tant mieux pour moi. Si un film marche pas, on va pas me remarquer, on va dire putain, il a fait une BO de merde, ça sera pas marché. Ouais. Donc j'ai plus la pression de faire quelque chose de bien pour un artiste dont j'ai envie de voir la réussite et d'être là et d'y participer à un niveau qui est, je sais pas, pas le quantifier en termes de pourcentage, mais c'est qu'une petite partie d'un film, la musique, même si parfois elle peut être hyper importante, elle peut même parfois dépasser le film. Madame Rêve de Bachung, tout le monde a oublié le film. Ouais. C'est vrai. Ouais. C'était le Je film. sais plus. Moi non plus. Fanny Ardant, je crois, mais on aurait dû travailler. Mais enfin, Max, c'est QFD. Voilà, donc on a envie de réussir, donc on a envie de donner. Donc oui, après il y a une certaine forme de pression et de répondre à une demande qu'on n'aurait pas forcément imaginée. Donc on peut être parfois dans une zone d'inconfort, mais
c'est aussi l'intérêt de la vie, hein, enfin de relever des challenges. Et toi, de quelle manière tu vas influencer un peu le réalisateur dans ses choix de musique? Est-ce que comme tu l'as dit tout à l'heure, tu laisses vraiment le client, on va dire, décider? Ça, c'est exactement comme on produit un disque, hein. C'est la même chose, c'est de voir les moments où on sent qu'il y a un manque et qu'on peut être force de proposition. Voilà. Et quand j'ai un avis sur le film ou sur la musique, je vais le donner clairement. On peut ne pas forcément être d'accord au départ avec le réalisateur. Il n'y a jamais de bataille d'ego, par exemple? J'essaye d'éviter, Ouais. parce que je vais la perdre. Ça, si vous avez une bataille d'ego avec votre réalisateur, vous la perdrez. C'est lui le chef, quoi qu'il arrive. De toute façon, il n'y a pas... Après, j'ai pas, même pas... J'ai peut-être oublié, mais je n'ai pas d'exemple où je regrette des choses. Je me dis, ça aurait été mieux. Puis peu importe, on est là pour proposer quelque chose et on donne le mieux. Et si le réalisateur a tort, il a tort. C'est lui, c'est son film. Hein. Et donc je me battrai pour mon idée. Puis à un moment, il faut savoir dire, voilà, s'il pense que c'est mieux comme ça, c'est mieux comme ça. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent changer jusqu'au montage final du film? Ou est-ce que tu as découvert au montage final qu'il y avait des modifications dans la BO que tu avais prévues, qui t'ont déçu, ou au contraire, qui t'ont plu? Il y a des choses qui m'ont beaucoup plu. Il y a des 120 battements par minute, par exemple, la fin, pour ceux qui l'ont vu, c'est-à-dire que ça finit par le morceau qui s'appelle 120 battements par minute, qui est au début du film. Enfin, le thème est au début du film, et il y a le morceau en lui-même qu'on n'entend que à la fin. Et l'idée de la fin du morceau, elle ne vient pas de moi, elle vient de Robin, et je l'ai découvert en salle de montage, enfin une projection. En fait, il a arrêté le morceau net, il a laissé 4 coups de grosse caisse, ou 6 coups de grosse caisse, seul, dans le noir, stromboscope. D'accord. La fin du film, c'est ça, et pas de musique sur le générique. C'est-à-dire, quel cadeau il me fait. Ouais. Pas de musique sur le générique. La fin du film, c'est 2 ou 3 minutes de ce morceau-là, où ils jettent des cendres, enfin, ils éparpillent les cendres d'un des personnages principaux qui est décédé, et dans un colloque d'assureurs. Ouais. Et la fin du film, c'est ça. Voilà. Ça, je l'ai découvert. C'est une super surprise. Quand je dis merci. Donc, tu as été jaloux, presque. Non, j'ai pas été. Après, voilà, on travaille ensemble. J'ai pas été. Voilà, c'est son idée. C'est pas l'idée. J'ai pas eu cette idée-là, moi. Mais voilà. Et le réalisateur, c'est lui qui l'a eu dans la musique, là, pour le coup. Ouais. Mais tu découvres parfois la musique que tu as composée avec un nouveau regard quand tu la vois à l'image. Oui. Après, quand on travaille sur la musique du film, les scènes sont tellement répétées. Après, au bout d'un moment, s'il y a la travail avant scénario, on s'éclate, on écrit des morceaux et on rêve un peu avec le réalisateur. On est un peu en période tiens, je vais faire super, j'adore ce thème. On est là un peu, chacun se séduit d'une certaine manière. Puis après, il y a le travail réel. Au montage, à l'image, et là c'est assez long, et donc on perd un peu la fraîcheur des films. On voit jamais les films pour 120 battements qui a suscité beaucoup d'émotions, les gens qui étaient émus à la fin du film et tout. Moi, j'ai jamais été ému parce que j'ai lu le scénario, j'ai vu les scènes, j'ai vu tout, on voit le truc monter. On perd un peu de cette fraîcheur, et c'est en les revoyant des fois. Je ne les regarde pas, les films, mais ça peut m'arriver de revoir des scènes où tiens, ouais, il y a ça. Il y a des choses qui m'ont surpris, des idées pour toujours 120 battements par minute. Robin Campillo m'a demandé de faire une version piano du thème 120 battements par minute, et ça donne un morceau, on dirait Eric Satie, quoi. Oui. C'est Jérémy. Ça s'appelle Jérémy est mort du sida, c'est le thème, et la réduction, et j'étais content de moi. Comme référence. Vaut mieux. J'aimais bien. Non, j'étais content de moi sur ce coup-là. Et est-ce qu'il est nécessaire dans la composition de musique de film qu'il y ait un thème principal? Est-ce que c'est un peu un passage obligé, qu'il y ait un thème qu'on retrouve tout au long du film? Ou alors non, c'est pas... Moi, je trouve que c'est bien. J'aime bien cette idée
wagnérienne, Il était une fois dans l'Ouest, un thème par personnage. Ouais, j'aime bien ça. C'est quelque chose que tu recherches, toi, dans ouais, si je peux, ouais. Ou c'est pas forcément. Par exemple, pour le vent tourne, j'avais travaillé beaucoup sur des instruments par personnage. Voilà, ou pour des sentiments. Après, c'est des fois un peu idiot. Je peux exprimer la fragilité, je mets un peu de Célesta avec de la harpe, voilà. Puis quand je veux du vent dans un paysage, effectivement, je vais mettre du corps. Hein. Je ne veux pas non plus réinventer totalement l'esthétique musicale, hein, parce qu'elle a un sens. Mais j'aime bien penser les films comme ça, donc soit un thème. J'aime bien que les thèmes reviennent. C'est ce que j'aime aussi dans les films dont j'apprécie la musique. Après, je pense qu'il y a plein d'approches différentes, mais le thème, c'est bien, quoi. Puis ça plaît aux gens, ils se retrouvent, quand vous arrivez à faire un thème qui est presque un hit. Hein. Il y a des thèmes de musique de film qui sont des hits. C'est un peu la consécration. Ça, c'est un objectif que tu as en tête quand tu composes. Du hit, non. Parce que si je savais faire des hits, ça se saurait. Comme la boom. La boom, donc je ne suis pas un gros collectionneur de singles. Enfin, c'est dommage, ça viendra. Ça peut-être. Je ne crois plus tellement. Mais, tu es encore jeune. Mais non, j'y pense pas. Je pense au thème, à la beauté, et surtout pour une musique de film où on n'est pas forcément dans les... Peut-être après, quand je refais la BO. Parce qu'il y a le passage de faire la musique pour le film, avec les bobines, tout ça, vraiment les passages très courts qu'on peut avoir dans un film d'auteur français. Et puis après, il faut concevoir le disque. Donc là, à ce moment-là, je peux redévelopper des morceaux. Mais c'est, par exemple, puisqu'on parle de hit, dans 120 BPM, il y a eu le morceau Small Town Boy de Bronskiewicz. Qui a eu l'idée de mettre ce morceau ? C'est Robin Campillo, mais c'est l'histoire d'Act Up en France. En fait, Jimmy Somerville a été le premier donateur, donc le chanteur de Bronskiewicz, le premier donateur d'Act Up en France. Il était amant de Didier Lestrade, et donc était un des premiers présidents Act Up France. D'accord. Et il y a eu un concert de soutien qui a été donné par Jimmy Somerville à l'époque de son groupe Les Communards. Et donc, je crois que Laurent Garnier avait joué. C'est Robin Campillo qui m'a dit qu'il avait joué aussi pour Act Up. Et Jimmy Somerville avait fait une version techno house de Small Town Boy. C'était le souvenir de Robin. Et il m'a dit, il était même question qu'on refasse la scène et que je fasse le musicien derrière, que je tourne dans le film. Et puis Jimmy Somerville ne voulait pas apparaître à l'écran. Et donc, du coup, je trouve que la façon dont il est utilisé, dans le film, ça reste un moment phare. Ça reste un moment phare, bien sûr. Ouais. Et puis, c'est un morceau hymne, dont on peut en parler assez longtemps de ce morceau, qui est un faux morceau de blues. Hein. C'est du floating verse, et sur le... Qui est alors identifié comme qui est un hymne gay, mais qui est aussi un hymne pour ça que c'est aussi un tube qui est plus universel que ça, qui est sur l'incompréhension, l'amour chez ses parents, de quitter le foyer. Enfin, il y a un truc. Le thème est très très large de ce morceau, et du garçon de la campagne qui part à la ville. C'est vrai. Il y a plein de morceaux. Enfin, de toute façon, Jimmy Somerville est un amoureux de rhythm and blues, et c'est aussi pour ça que le morceau qui est identifié comme un morceau très new wave années 80 anglais a été assez facile à remixer sur un mode techno parce que c'est une boucle de 4 accords, voilà, comme un morceau de disco. Ouais, c'est un morceau assez disco. C'est un morceau assez disco, et sauf que par exemple, s'il avait fallu faire la même chose avec un morceau de Duran Duran, qui est une composition beaucoup plus anglaise, changement d'accord et tout ça, ça aurait été beaucoup plus compliqué d'avoir ce truc fluide que j'ai pu obtenir avec le remix. Et la présence de... Ça, c'était une grosse pression, là, quand il m'a dit ça, quand il m'a annoncé... Vas-y, remix. Vas-y, remix. Puis il me fait, ouais, je voudrais que l'intro, la voix toute seule, et juste Anna. Je dis, tu sais, il y a la version originale du maxi, elle dure 8 minutes, et ils font le morceau, quasiment le morceau entier, juste le plan de nappe synthé et la voix. Prends ça. Et non, je veux un remix, et là, il m'explique l'histoire de ce concert et tout ça. C'est un beau challenge. Bah ouais, c'est comme remixer Blue Monday, il y a un moment tu fais non merci. Si vous voulez, j'aurais jamais eu l'idée ou l'impudence, on va dire ça comme ça, de faire par moi-même. De dire tiens, aujourd'hui
j'aurais fait un remix de Bronski Beat. Mais tu le regrettes pas. Non, non, bah non, je ne le regrette pas. Ça fait partie de mes hits maintenant, même si c'est qu'un remix, mais voilà, ça a été une grosse pression, ça. Ouais. Mais la présence justement dans des BO de hits extérieurs, est-ce que le compositeur il en est averti ou est-ce qu'on le sollicite parfois pour enfin, peut-être tu le sais pas, mais quel est le processus? En général, ça c'est le travail du music supervisor. Ça c'est eux qui font ça. Ou le réalisateur avec un music supervisor qui veut des musiques particulières. Voilà, pour évoquer, soit quand c'est des films d'époque, un peu dans les années 60, on peut imaginer. D'autant que je trouve qu'il y a toujours un danger, c'est quand on veut refaire de la musique 60s dans un film qui se passerait dans les années 60. Et c'est plus. Moi, je considère un réalisateur fait que des synchros. Ouais. Oui, c'est vrai qu'autrement, il y a toujours un côté un peu kitsch. Ouais, voilà, côté refait qui fait faux, quoi. Ouais, qui craint un peu. Alors, jusqu'à présent, tu as vu en BO, surtout sur des films d'auteur, ce qu'on appelle des films d'auteur. Est-ce que travailler pour des blockbusters ou Netflix, par exemple, c'est quelque chose qui t'attirerait? Oui, une série blockbuster, moins, parce que là, c'est pour le coup, là, c'est l'opposé de ce que je suis. Là, c'est vraiment le score d'orchestre ultra formaté. Là, je pense qu'il y a des gens qui sont bien plus qualifiés que moi, sauf si un jour un blockbuster me dit on veut ce truc hyper bizarre, que la musique que tu fais. Ça peut être une expérience. Ça peut être une expérience, mais je pense que je n'ai pas les compétences. Voilà, je ne maîtrise pas l'orchestre suffisamment pour remplacer John Williams ou Hans Zimmer. Enfin, ces gens après, ça, c'est les stars, mais après, ils ont tous les mecs. Quand vous savez comment fonctionnent les boîtes de prod de ces grands compositeurs, c'est une mafia terrible, hein, les États-Unis, pour ça. Ils prennent, en fait, sur certains films, ces noms-là composent très peu, en fait. Ils font les thèmes au piano et tout est après réarrangé. Ils ont une équipe d'autres compositeurs. J'ai un ami à moi qui a eu un Oscar. C'est pas mal. Pour The Artist, Ludovic Bourse, qui avait été approché comme ça pour aller bosser avec Hans Zimmer et qui n'a pas trop voulu parce que il y avait ce truc d'être dans ces usines. Mais c'est un peu pareil maintenant pour la production. Il y a un moment, il paraît qu'il vous laisse partir, il vous laisse faire un film, et il vous laisse le signer. Ah oui, d'accord. C'est assez, c'est assez étrange. Ouais, enfin, après, c'est peut-être que des légendes, mais... Après, ça se passe un peu comme ça dans la production de morceaux de pop mainstream où tu as 50 producteurs dont certains ne sont pas crédités et il y en a un seul qui est crédité. On s'écarte du sujet. C'est le business. C'est le business, non, c'est vrai. Mais enfin, tu fermes pas la porte, tu imagines une collaboration. Non, surtout les plateformes. Moi, je suis pas anti. Même pour la musique, c'est vrai que le cinéma à la salle, c'est important. Moi, je trouve que quand il y a des évolutions technologiques, ça sert à rien de se battre contre, comme Metallica qui avait fait un procès à Napster, enfin des choses comme ça qui paraissent ridicules maintenant. Moi, je trouve que ce qu'apportent les séries, les plateformes, c'est aussi une super façon un champ possible. Mais c'est vrai qu'on a certains de tes confrères comme Scratch Massive, Seb de Scratch Massive, Yuxek qui a travaillé pour des séries aussi. Travailler pour une série, ça oui, tout à fait. Yuxek, là, c'est en thérapie, il est super, son thème est... même s'il y a peu de musique dans la série, mais le thème est tout de suite là, il y a un défini, thème, effectivement. Qui est super fort, et que ça, c'est génial. Je suis tout à fait... et puis, je suis comme tout le monde. Il y a des grandes... je ne suis pas du tout je suis pas cinéaste, donc je ne suis pas un ayatollah du film, pellicule, cinéma, salle. Et puis ça représente aussi un débouché pour les producteurs de musique électronique assez intéressant. On a besoin de débouchés en ce moment. Surtout en ce moment. Oui, bien sûr, ça représente... Non, mais c'est que, on sait notamment tout ce qui est vente de disques, c'est un peu cassé la gueule ces dernières années. Ça représente une manière de gagner sa vie. Après, le streaming commence aussi quand on a un peu un catalogue, mais c'est souvent un moyen de revenu complémentaire. Ouais. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner, notamment aux élèves qui sont ici, au public, pour booster un peu leur créativité artistique lorsqu'ils travaillent? Pour un film Ouais. Pour booster leur... Toi-même, est-ce que tu as des astuces? Non, c'est l'envie de la rencontre artistique, c'est ça le meilleur truc. C'est d'avoir un film et de rencontrer un réalisateur avec qui vous allez partager
cet objet de création qui va être son film et votre contribution qui est votre musique et qui deviendra la musique du film. Et de vous dire que voilà, vous pouvez souligner, créer des émotions, écrire des émotions, les composer, et qui est d'une œuvre qui va être plus large que votre propre proposition. Mais est-ce qu'il y a... Et qui peut en devenir indépendante aussi après. Parce que quand je fais le concert, sans les images, la musique peut vivre après, au-delà. Mais il faut la penser pour le film. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est cette contrainte, on en parlait encore un peu ce matin, sur le fait d'être totalement libre technologiquement, où on prend un ordinateur et on va créer j'ai fait souvent cette blague, du black metal symphonique ou de la musique traditionnelle antillaise ou de la deep house mélangée avec des chants orthodoxes. Si on veut, enfin, voilà, on peut faire n'importe quoi. Et on n'aura aucune limite avec toutes les banques de sons qui sont disponibles. Et je trouve que la musique de film, justement, elle vous donne une contrainte vers laquelle vous n'y arrivez pas forcément. Ouais. Vous avez ça, le scénario, l'histoire, le moment dans lequel vous devez venir composer quelque chose. Et là, ça c'est un boost d'inspiration. Parce que dire, j'aurais jamais pensé écrire une scène, ou une musique où le gars il se lève, il est dans le doute, en pleine nuit, et il faut illustrer cette scène où il ne se passe pas grand-chose. Et là, vous devez vous dire comment je vais pouvoir illustrer la psyché de ce personnage qui doute en se levant la nuit pour aller boire un coup dans son frigo. Enfin, je sais pas, voilà, je dis des choses extrêmement banales exprès. Et ça, je trouve ça intéressant, cette démarche-là. Parce que jamais vous allez vous dire, je vais faire un morceau sur le mec... Qui se lève la nuit pour aller faire pipi et qui est dans le doute d'un coup de ce qui s'est passé dans la journée. Jamais on va créer un morceau. Et ça, dans un film, pipi c'est pour la blague, mais jamais on va... Enfin, pas forcément... Enfin, voilà, c'est des propositions qui vous sont faites comme ça, qui peuvent vous faire réfléchir à plein de choses en termes de création. Mais le fait justement qu'il y ait ces petits indices distillés dans le scénario, ça évite un peu l'angoisse de la page blanche, ça te permet de te raccrocher, de se dire bon... En musique, je ne crois pas que la page blanche existe. Ouais. C'est plutôt le manque d'appétit qu'on peut avoir en retour de ce qu'on peut proposer. Mais je peux faire commencer des idées de morceaux... Mais toi, comment tu travailles généralement dans ta journée? Tu te lèves, tu dis, allez, bon, tous les jours, tu vas au studio, 8h, tous les jours au studio. 8h, 18h. Voilà, c'est ça. Enfin, c'est pas 8h, mais... 11h Non, un peu entre les deux. 9h30, 10h, quoi. Bon, après, pour faire de la musique, on peut faire des mails à la maison, on a plein de choses, de sollicitations avant, dans vraiment l'action créatrice. Oui, tous les jours, à composer et à écrire des choses. Et des fois, j'imagine que vous l'avez déjà vécu, vous êtes devant votre ordinateur, vous composez des trucs, et puis vous trouvez tout nul. Voilà. C'est plus ça. Il n'y a pas la page blanche, c'est la page noire de nul. Bon, ça ne doit pas t'arriver souvent quand même. Non, mais ça arrive, c'est des périodes assez désagréables. C'est angoissant. C'est qu'on est là aussi, il y a un plaisir de créer un morceau, j'allais dire de s'auto-séduire, c'est pas bien de dire ça, mais tu vois, d'être tu m'as fait peur. Ouais, c'est pas loin, d'être comme ça dans un processus créatif, de dire oui tiens, je vais faire quelque chose et d'être excité par ce qui se passe à ce moment-là de votre création. Et voilà. Donc Après, pour le film, on a un autre. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous travaillent seul. Moi, je travaille seul en home studio, beaucoup. Donc, le retour, c'est que mon avis à moi tout seul. Et parfois, c'est pesant. La musique de film, là, du coup, on a quelqu'un en face qui vient dire oui, non. Et puis, tu as une deadline aussi qui doit être peut-être plus stricte que quand tu travailles pour toi. Oui, parce que ça aussi, c'est le problème de la musique avec les ordinateurs, c'est que les morceaux peuvent ne jamais être finis. Ouais. Vous n'avez pas de contraintes, de coûts, d'heures de studio, d'un ingénieur. Dit c'est bon, ça fait 4 fois qu'on l'a refait, celle-là j'en peux plus. Tu vois. Donc vous pouvez vous-même constamment refaire, et que ça n'ait pas de fin. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui rencontrent ce genre de problème.
Également, on a l'impression sur le plan technique, c'est un peu pareil, c'est sans fin finalement, puisque la technique permet un peu de tout faire. Est-ce que c'est difficile de maîtriser cette technique et de se dire non, ben là c'est bon, je m'arrête dans ma composition? Ça, oui, dans la musique de film, comme vous avez des deadlines et des gens qui disent c'est bon, c'est pas bon, il n'y a pas ce problème-là. Ça, c'est plus quand vous êtes vous composez vos musiques pour vous. C'est-à-dire quand est-ce qu'un morceau est fini. Voilà, on peut faire une conférence là-dessus. Hein. Je ne sais pas si on a le temps. Et parfois, les idées très simples dont vous pouvez vous lasser, vous pouvez perdre totalement votre vision ou votre justesse, je ne trouve pas le mot, d'analyse sur un morceau que vous avez fait qui est très bien, mais vous avez fait 15 fois, vous l'avez écouté trop longtemps, parce que vous avez travaillé juste le son de basse, et puis vous perdez la fraîcheur qui était l'intérêt de ce morceau, et vous ratez un single. Et qu'est-ce que tu as apporté de faire des musiques de film par rapport à tes propres morceaux? Est-ce que tu sens aujourd'hui l'influence de ce travail sur les musiques de film dans tes propres compositions? C'est plus l'inverse. C'est totalement ce que j'ai fait avec Zen d'Avesta qui a défini mon style de compositeur de musique de film. Et d'ailleurs, j'essaye que ça soit ça. Qu'on m'appelle pour ce son-là. Ouais. Voilà. Après, c'est une influence diffuse, je dirais. C'est de l'expérience, des rencontres artistiques, les questions que vous pouvez vous poser par rapport à votre discours, par rapport quand il y a quelqu'un d'autre qui vous demande complètement autre chose. Comment... Voilà, ça nourrit d'une expérience. Après, je ne peux pas te dire l'influence directe d'une musique de film sur mes compositions. Et parmi toutes les BO que tu as enregistrées, est-ce qu'il y en a une que tu préfères particulièrement? Je dirais c'est Eastern Boys, le premier avec Robin Campillo, et que je pense supérieur à celle de 120 battements par minute. D'accord. Je n'ai pas eu de César pour la première, vous voyez, comme quoi. Et pour quelle raison tu préfères cette Parce que j'aime le style, j'aime le film. C'est difficile, hein, je réponds. Que c'était le début d'une expérience, que le film a été revu après et réentendu aussi. Et voilà, c'était la première expérience aussi d'un film complet. J'avoue que je ne peux pas te dire pourquoi je préfère. Donc ce qui m'intéresse dans la musique de film où la fusion électronique et acoustique est plus aboutie dans Eastern Boys. C'est-à-dire qu'on n'a pas le côté musique de film d'époque, qui est 120 battements par minute, ouais, avec le côté Deep House, qui est super, qui a donné un truc beaucoup plus populaire à ma musique, c'est-à-dire que de mélanger l'extra-diégétique et le diégétique. Alors là, je rentre dans deux gros termes qui sont hyper frimes. Peut-être tu peux expliquer, cinéma, parce que moi, personnellement, je ne sais pas ce que tu viens de dire. Le diégétique, c'est la musique qui est dans une action. C'est-à-dire que, tu vois, si on discute et qu'on dit on se met un petit morceau, hop, on se met un petit morceau. Et donc ça, c'est la musique. Et après, il y a l'extra-diégétique, celle qui est la musique qui n'est entendue que par le spectateur. Ce qui est la plupart des musiques dans les films. Et dans 120 battements par minute, on a mélangé les deux par moment. C'est-à-dire que j'avais comme cahier des charges de faire de la deep house de façon années 90. Et par-dessus ça, on voyait un personnage dans une fête, par exemple. Notamment, il y a une scène qui est très belle et où la musique house disparaît peu à peu, et il y a une présence acoustique, et il y a tout un break entièrement avec des cordes, de l'harpe, clarinette, flûte, et où il y a il filme la poussière dans des lumières, et il y a le virus du sida qui apparaît comme ça, c'est hyper beau, hyper réussi, et puis voilà. Donc ça c'était assez réussi dans 120 battements par minute, ce mélange
de musique, je dirais, fonctionnelle, de la scène, et qui devient aussi qui est la musique entendue, qui va vers, qui est là pour le spectateur. Et ça, justement, ce mélange d'utilisation, musique synthétique, musique acoustique, c'est quelque chose de difficile à gérer. Comment ça se passe, toi? T'as toujours été un peu là-dedans, quand même. Hein. Bah oui, c'est pas difficile à gérer, non. Il suffit d'avoir les bons synthés. On a l'impression de non, l'extérieur. Oui, c'est un vieux débat qu'on entend ça depuis, qui doit dater des années 80, et où on a, à cause sûrement de la New Wave, la musique entièrement synthétique, de la techno, on a oublié que les synthés, ils ont été faits pour jouer au début avec des instruments acoustiques. Après, il suffit d'écouter les albums d'Herbie Hancock avec Headhunters, où voilà, les synthés étaient présents, ou même le rock du début des années 80, Joy Division par le... Ouais. Mais toi, il y a plein de synthés dans Joy Division, la guitare... Tu avais une formation musicale à la base, toi? Non, pas du tout. Tu es arrivé directement par la machine? Je suis arrivé par l'Atari. Par l'Atari. L'Atari ST, c'est un truc de vieux. Ça, c'est les premiers ordinateurs qui nous permettaient de synchroniser des synthés MIDI, en fait. Voilà. Et je suis venu à la composition après le parcours groupe de rock, un peu essayer tous les instruments, un peu un échec à chaque fois. Et puis j'ai pu bricoler avec mes ordinateurs. Et, je suis d'abord informaticien, puis compositeur. Comme beaucoup de tes confrères, quand même. Hein, beaucoup de ma génération, oui, c'est tout à fait ça. Et ce que je disais, c'est que je pense que ça change, on en parlait un peu hors antenne, avec une nouvelle génération de musiciens, justement, instrumentistes, qui sortent des conservatoires, qui a conscience que l'électronique, c'est pas un truc où il suffit d'appuyer sur un bouton, qui ne traite pas ça avec dédain, mais qui est bien consciente que ça fait partie du langage du musicien moderne et que ça doit être maîtrisé au même titre que la maîtrise de la mise en place ou de l'harmonie. Donc nous, je pense qu'il y a une génération qui risque de nous bousculer un peu. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Un nouveau challenge. Exactement. Pour revenir à 120 BPM et surtout au tandem un peu que tu formes avec Robin Campillo, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais à l'avenir travailler comme ça sur la durée avec un autre réalisateur, où ça serait difficile parce que tu as ces réflexes de travail et cette complicité avec Robin? Bon, je sais pas, déjà avec un, c'est bien. Enfin, tu vois, si j'arrive, si on en fait un troisième, puis après, ça va dépendre aussi de ses désirs de film. Tu vois. Comme j'ai dit, je peux pas répondre à absolument toutes les demandes, hein, quand même. Donc, je trouve que c'est super de pouvoir avoir... comme Godard, Duhamel. Enfin, après, il y a plein avec des périodes pour les réalisateurs. Après, ils ont envie de changer. Les coupes peuvent se faire et se défaire. Oui, comme dans la vie. Comme dans la vie. Et, mais c'est quelque chose que j'apprécie. En tous les cas, avec Robin, j'apprécie de pouvoir faire plusieurs films et de creuser ça avec le même. Oui, ça permet d'approfondir son travail et sa relation avec un réalisateur. Oui, puis c'est juste que c'est des moments aussi agréables de rencontres artistiques, avec avec un résultat qui est plutôt bien. Quand même. Et toi, je parle du film. Hein. Non, mais la musique aussi, on va dire. Et tu apprécies justement le fait de sortir un peu de ta cave de producteur isolé, d'aller travailler avec d'autres personnes, d'avoir un regard extérieur, comme tu en parlais au début de cet entretien. Oui, parce que comme moi je fais le choix de travailler seul pour mes compos depuis assez longtemps, ou parfois un peu en groupe comme je fais Blackstrom, mais où c'est plus des dialogues en répète, je compose tout. Donc c'est bien aussi d'avoir de temps en temps un peu quelqu'un. La solitude comme ça du studio, elle peut être un peu pesante parfois, et j'apprécie ces moments de partage. Et alors, quel conseil tu pourrais donner? Tu as commencé à en donner quelques-uns à quelqu'un qui veut se lancer dans la BO, notamment aux élèves qui sont présents aujourd'hui. De proposer. Tout dépend de votre profil. Ici, il y a ceux qui sont vraiment dans des cursus de composition conservatoire très classiques. Là, la route, voilà, c'est les prix de composition et ces choses-là.
Et moi, je conseillerais d'essayer d'avoir, par rapport à mon parcours, d'avoir un style et de faire peut-être un disque démo qui va rencontrer un écho en tant qu'artiste. Parce que moi, je ne suis pas compositeur de musique de film, je suis un artiste, un compositeur qui fait des musiques de film. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alexandre Desplat, il n'y a pas de cas. Lui, c'est un compositeur de musique de film qui fait avec génie qui maîtrise, lui, pour le coup, tous les codes du style. Moi, c'est un peu différent. Je suis un artiste compositeur, producteur, qui est appelé par le cinéma. Et donc, j'ai proposé une musique qui, par mes désirs au départ, ce n'était pas un plan de carrière d'Avesta, qui est une pertinence en termes de musique de film. Ouais. Donc c'est une manière de se rendre visible. En fait, c'est un peu ce que tu conseilles. C'est ce que j'ai, oui, voilà, de se rendre visible, de se rendre visible, et puis après que le réalisateur soit touché par votre musique et qu'il puisse la concevoir dans ses films, qu'il puisse, imaginer son intégration dans son film. Ouais, de travailler en quelque sorte ses propres titres pour attirer le regard, l'oreille surtout d'un producteur. Et à contrario, quels sont un peu les pièges à éviter dans la composition de musique de film ? L'ego. Je pense que ça, c'est le piège absolu. Il faut savoir que c'est savoir quelle est votre position. Et votre position, si vous êtes artiste musical, dire comme ça, c'est vous le réalisateur, c'est vous le chef. Vous décidez de tout, du début à la fin, de la temporalité. Enfin, je l'ai dit au début. Quand vous faites un film, vous ne décidez pas de tout. Et parfois, le réalisateur lui-même ne décide pas de tout. Quand il y a un producteur, sur une production, les réalisateurs peuvent être même un peu... ça ne m'est pas arrivé, mais je sais que ça peut arriver. Dépossédés de leur film. Et puis on peut vite venir attaquer la musique. Ah oui, c'est trop sombre, c'est pas ceci, c'est pas ça. Donc voilà. Donc là, il faut savoir prendre de la distance et surtout rester dans cette relation que vous avez avec le réalisateur d'une proposition, donner le meilleur de vous-même et que ça le séduise et ça séduira d'autres gens à travers son film. Tu parles de ces moments de tension qu'il peut avoir. Toi, c'est quelque chose que tu apprécies. Il y a des compositeurs, ils apprécient de travailler dans la tension et d'autres dans l'harmonie. Toi, c'est plutôt dans l'harmonie ? J'aime les deux. Les deux sont agréables. Les deux peuvent être mélangés dans une même expérience. Il y a toujours de la tension parce qu'il y a toujours un peu de pression sur une création, une production. Et c'est cette tension qui fait que... qui est induite par le fait de finir. Donc le fait de finir est une étape extrêmement importante. Et cette finalisation est souvent douloureuse et accompagnée déjà pour l'attachement qu'on peut avoir envers notre objet de création. Puis après, dans la dépossession, dans le moment de l'exposer. Et puis pour les films, la pression du distributeur, d'être pris dans les festivals. Là, ce que je disais tout à l'heure par rapport aux réalisateurs qui avaient pas mal de responsabilités et beaucoup de pression, quand vous le voyez, c'est impressionnant. Quand on vient vous dire, ah oui, mais il faut que tu aies fini là, parce qu'il faut le proposer pour Cannes, et qu'il faut absolument aller à Cannes, et il t'intéresse à aller à Cannes, il faut aller à Cannes. Le mec, il est là, et il est dans son truc. Ah oui, mais je suis là. Il est dans des enjeux artistiques de montagne. Mais il faut Cannes. Tu vois, et là, il doit gérer toutes ces informations-là, et l'attention... on la vit aussi, mais justement, si le film sort et le film ne marche pas comme prévu, tu en ressens une déception, comme si c'était un peu un de tes disques qui n'avait pas du tout marché. Comment tu ressens ça, où tu dis j'ai fait le maximum Oui, je suis plus là-dedans. On sait que là, pareil, ça va avec l'ego. Il y a un moment, c'est pas proposer quelque chose, c'est pas vous le reste. Vous n'êtes pas leader de l'œuvre, donc vous avez choisi d'y participer, vous y croyez. Donc si le film ne marche pas, vous pouvez être déçu, fatalement. Après, c'est différent d'un disque personnel. Alors on va arriver dans les dernières questions. Quels sont un peu tes
est-ce que tu as des réalisateurs que avec qui tu aimerais travailler? Peut-être, bon, ils nous écoutent peut-être, c'est le moment de passer un message. Non, je plaisante, mais bon. Est-ce que tu as des réalisateurs ou des genres de films dans lesquels tu aimerais travailler? Pour lesquels? Tu as 10 secondes. J'ai 10 secondes. Bon, allez, 20. Pareil, on a des grands réalisateurs en France. Voilà, Ouais. on les connaît. Ceux qui font des grands films populaires, bien, il n'y a pas des tonnes. Audiard, peut-être, je sais pas. Oui. Audiard, pas mal, tu vois. Oui. Voilà. Après, il y en a plein. J'ai pas de but. Là, si tu me poses la question, je Oui, pense à non, Audiard mais parce que ces films. on est dans le fantasme. Tu vois, voilà. Ouais. Effectivement, de grands. Comme je dis, j'aime la rencontre artistique, donc autant rêver avec des gens dont j'ai aimé les films. Après, il y a plein de réalisateurs. Je peux pas les citer parce que c'est les potes à moi qui font la musique pour lui pour l'instant. D'accord. Donc, Voilà, donc pas de jaloux. Non, mais c'est vrai que tu peux être épaté en regardant un film, en écoutant la BO, tu te dis, ça j'aurais vraiment aimé. J'aime bien le travail, je vais les citer alors. Sébastien Marnier avec Zombie Zombie. Ouais. Pareil, ils ont fait 2 films ensemble et je trouve ça un super réalisateur et le couple avec Zombie Zombie marche hyper bien. Toi, pareil, musique électronique. Ouais. Et est-ce que quand tu regardes un film, justement, tu écoutes plus la BO que regarder le film? Non, mais dès que la BO est bien, je fais ah mais non, c'est bien. Mais j'écoute, Ouais, le film prend le pas généralement sur la BO, quand même. oui, enfin je veux pas regarder un film pour sa BO. Je peux acheter des disques pour la BO sans avoir vu des films, par exemple. C'est une bonne réponse. Ouais. Oui, tu étais collectionneur de BO aussi? Un peu. D'accord. Pour dire la vérité, c'est ma femme est beaucoup plus cinéphile que moi. Et, donc elle doit être très fière. Elle est, ça va. Et alors, quels sont tes prochains projets de BO? Je ne sais pas si on peut en parler. Pas trop, j'ai un peu lâché, mais pas trop. Oui, tant que c'est pas fait, je ne pas fait. Ouais. Mais il y en a plusieurs qui sont. On peut pas dire. On peut pas dire. D'accord. Donc je ne vais pas essayer de te torturer sur ce chapitre. D'accord. Donc on va voir maintenant, c'est peut-être s'il y a des questions à poser de la part du public, notre public qui est là présent. Ouais, on en a une là. Bonjour Arnaud. Bonjour. Moi j'ai une petite question en fait quel est le niveau en fait de finition quand tu fais une proposition en fonction de peut-être avec Ampio tu le connais très bien donc j'imagine que tu peux proposer des choses qui sont pas totalement produites, finies parce que c'est une proposition et quand tu connais pas forcément les gens, à quel moment tu vas dire c'est une idée, c'est une proposition, mais finalement, tu as quasiment fini un morceau complet, limite masterisé. Et ce sera moins spontané peut-être après pour la discussion. Et puis finalement, à chaque fois que tu auras une proposition après, est-ce qu'il faudra que tu ailles jusqu'au truc complètement fini ou petit à petit, tu peux donner des idées plus crades, quoi, tu vois? C'est une excellente question. Je peux te dire que c'est vraiment une excellente question qui me traverse souvent. Parce que le problème de finir quelque chose, du coup, tu as le truc de l'ego. Putain, je vais faire un truc super bien. Il me fait ah ben non, j'aime pas ça. Tu vois. Donc là, du coup, il faut savoir trouver un compromis et savoir dire voilà, une piste. J'aime bien. Il faut faire un peu les deux, c'est-à-dire que sur quelqu'un que tu connais pas, tu envoies un truc vraiment premières idées. Pour les films dont j'ai pas été engagé au moment du scénario, mais plus sur le montage, j'ai dit quel est le moment le plus important, le moment crucial en musique dans ton film. Je me dis on parle de la scène. Là je dis ok, je vais faire quelque chose dans ce genre-là. Est-ce que ça te parle? Ok, c'est bien. Et là j'ai fait un truc vraiment en produit. Et je lui dis là, à partir de ça, on va faire découler tout le reste de la BO. C'est-à-dire que dans ce passage-là, j'ai mis un peu tous les instruments, un peu la signature sonore que je voyais pour le film. Et après, c'est une question que je me pose tout le temps, de savoir comment va être perçu le morceau qui n'est pas tout à fait fini, que tu envoies. Tu finis pas tout à fait parce que ça peut faire passer beaucoup de temps. Voilà. Après, on peut maqueter quand il y a de l'acoustique vraiment hyper facilement.
avec Contact, avec tous les outils qu'on a maintenant pour les parties acoustiques, qu'elles soient tout à fait réalistes et que le réalisateur peut même parfois préférer les parties fake qu'aux parties que tu as réenregistrées. Ça arrive, ça. Notamment sur les instruments qui vibrent un peu trop, pour la justesse, notamment les flûtes, peuvent parfois être mieux. Enfin, le réalisateur s'est habitué avec ses maquettes, avec des flûtes hyper droites, et toi tu prends un flûtiste, mais il est un peu obligé de vibrer pour garder la justesse, et le réalisateur faut trouver ça moins bien. Donc voilà, ça, ces petits trucs. Alors, une autre question peut-être. Ne soyez pas timide. Moi j'en ai une autre, elle est un peu con, mais... Il n'y a pas de question. La première était vraiment top parce que je me pose cette Oui, question. alors là, Donc tu as du crédit Attention. pour une question un peu plus naïve. Je me rattrape avec celle-là. Est-ce que ça t'est arrivé, quand tu as vu une partie d'un film, etc., de dire, tiens, à ce moment-là, j'aimerais bien le morceau, mais de quelqu'un d'autre, ou toi, ou c'est que le réalisateur qui va apporter, lui, il dit, ce passage-là, j'aimerais, tiens, que ce soit Bon Skibit, par exemple. Mais où toi, tu vas dire, dans une BO de 40 minutes, bah, tiens, il y a 3 minutes, je sais pas pourquoi, je trouve que ça irait bien, où tu lui proposes ça. Je suis pas assez maso pour avoir ce genre d'idée. Si tu me laisses la place, je vais m'exprimer, tu vois. Sauf ce que je disais tout à l'heure sur un film d'époque, si on me dit, ouais, voilà, ça se passe dans les 60 et je voudrais un truc un peu garage 60s, je dis, bon, vas-y, fais des synchros. Voilà. Mais quand je sens que moi je ne pourrais pas refaire. Après, si c'est un film qui se passe en 1985, pas de problème, tu vois, je peux refaire la musique de l'époque. Mais il y a des époques où c'est très compliqué à refaire et souvent c'est kitsch. Donc soit on fait le choix de s'en écarter, on fait une musique moderne sur un film d'époque, et voilà. Et puis si il y a un moment, ils vont boire un coup dans un bar avec il y a un groupe de jazz musette, on prend une synchro jazz musette. Mais ouais, donc dans ces cas-là, oui. Donc, mais si on est d'accord sur un concept, je ne vais pas imaginer tout d'un coup la musique de quelqu'un d'autre. Je ne fais pas des DJ sets sur les films. Est-ce qu'il peut arriver, c'est une question auquel je pense, est-ce qu'il peut arriver que la musique, la BO, change le scénario? Non. Non, justement, là, il y aura un gros problème d'ego d'un coup. Après, on peut, avec la musique, on a le pouvoir de changer une scène complètement. Enfin, c'est amusant vous pouvez vous amuser à le faire si vous faites une musique super stupide sur une scène dramatique. La scène va plus du tout être vue pareil. Donc il y a un énorme pouvoir de perception des sentiments avec la musique. Mais de là à changer le scénario, pour le coup, là, c'est que le réalisateur, il ne sait plus trop où il va. Jamais, ça peut être l'objectif absolu. Non, non, l'objectif, c'est de servir le scénario, au mieux, si vous l'avez accepté. Sinon, après, vous faites un film. Non, vous pouvez faire un scénario. Ça peut être ton ambition, ça, de faire un film. Alors, autant en musique, je peux être un peu hors style et pas, comme tu disais, aimer la techno de Détroit et Johnny Cash et me dire, mais pourquoi ça choque? C'est pas tellement étonnant, c'est normal. Autant faire des films, non. D'accord. J'ai des limites. D'autres questions, peut-être? Est-ce que tu préfères la musique de film quand elle est assez illustrative, un peu comme dans les films américains, ou quand finalement la musique de film, elle joue un peu une partition, sa propre partition, une autre partition que celle du film? Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour toi? Alors, c'est la formule illustrative. La musique est... C'est plus les films américains. Le problème, c'est le formatage de la musique et que pour les blockbusters, tu peux prendre les BO et les interchanger, tu vois, entre la BO de Fast and Furious X et celle de Spider-Man 16. C'est vrai. Ça pourrait être les mêmes. Voilà. Enfin, moi, je trouve. Hein. Donc c'est plus un problème. Ce que je disais, moi, j'aime quand il y a du style dans les BO et quand il y a un peu de personnalité et qu'on n'est pas dans l'éternel pompage de Wagner, Mahler, Holst, qui a fait beaucoup de mal d'ailleurs, ce compositeur anglais qui a fait The Planet. C'est la musique de Star Wars. Ah oui. La musique là,
Je vois. The Planet de Holst. Donc Jeff Mills l'a repris, non? Il n'a pas fait quelque chose? Ouais, Jeff Mills a dû faire ça, ouais. C'est un compositeur assez connu aux États-Unis, un peu moins ici en Europe, mais voilà, de ce genre de trucs, moi, m'intéresse pas tellement. Après, le travail avec l'orchestre peut être génial. Hein. Enfin, il y a plein de compositeurs qui le font hyper bien et qui le font mieux que dans ce cadre formaté des films à gros budget américain. Parce que là, même le rapport avec le réalisateur dans ces films-là, bon, j'ai pas, c'est des trucs que j'ai lus. Les réalisateurs sont plus des techniciens et c'est les scénaristes, producteurs qui décident, qui font les choix des films. Donc pour le coup. C'est les grosses usines hollywoodiennes que, oui, que voilà, tu décrivais tout à l'heure, ce gros travail. Oui, bonjour. Alors, je ne suis pas compositeur, donc ce n'est pas une question de compositeur, peut-être pas, mais je me demandais, est-ce qu'il est compliqué sur des briefs ou des notes d'intention de réalisateur de prendre de la distance entre les intentions, les références musicales qui sont données et le travail qui doit être fait après? Non, parce que c'est un dialogue, c'est une discussion qu'on a, c'est pas un brief froid forcément, puis après, il peut y avoir une période de tâtonnement, d'échange et de savoir parler le même langage. Il faut beaucoup écouter. Hein. Souvent, nous, les musiciens, on a des mots très précis pour certaines choses, et ces mots-là peuvent être utilisés par d'autres personnes en pensant pas tout à fait le même sens, et ça peut avoir pas mal de conséquences dans notre perception. Donc il faut bien savoir écouter. Et ça, c'est le travail un peu empirique qu'on fait avec l'histoire des morceaux pas finis, de bien tester, quand vous ne connaissez pas le réalisateur, votre interlocuteur, et de savoir est-ce qu'on parle bien le même langage, est-ce qu'on va dans la même direction, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais... Très bien. Toi qui es à la fois live artiste et compositeur de musique de film, est-ce que tu as déjà envisagé le format du ciné-concert où tu réinterprètes en live, où tu viens réinventer, rejouer en live une musique d'un film, soit que tu as fait, soit d'un film que tu chéris particulièrement? Oui, bah après, ça pourrait plus se faire. J'ai eu ça s'est jamais vraiment fait. C'est une expérience qui pourrait pas me déplaire. Après, pour moi, c'est des choses un peu marginales. Souvent, c'est un peu plus dans de l'expérience ciné-concert. Oui, on a eu Jeff Mills. On parlait de Jeff Mills avec Metropolis, par exemple, qui avait fait. Oui, voilà, ouais. Il y a eu une époque, il y en a eu pas mal de ces expériences. Ouais. C'était Je crois assez que la mode. Ouais. Bah, ça fait un petit moment qu'il n'y a plus d'expérience du tout. Mais bon, ne remue pas le couteau dans la plaie. Après, ça marche surtout pour les films muets, c'est particulier quand même. Faire un ciné-concert d'un film moderne, je trouve ça plus compliqué. Est-ce qu'il t'arrive de reprendre des musiques que tu as composées pour des films dans tes live sets, de reprendre de la matière compositionnelle de musique de film et de kiffer, de reprendre ça dans tes lives? En fait, j'ai fait un live autour de 120 battements par minute, là où on jouait la BO et des titres qui sont sur la BO qui n'ont pas été retenus par Romain. Donc j'ai fait une version étendue de la BO et ça, on le joue en concert. Après, non, je ne reprends pas tellement mes titres de BO dans mon set électro, déjà parce que c'est pas le même genre de musique et puis que je n'ai pas envie de forcément mélanger ces deux activités. Je l'ai fait pour 120 battements par minute parce que ça avait eu pas mal de succès, qu'on avait monté le concert à la Philharmonie avant les Césars, bon, qui a eu lieu après, et je l'ai fait parce que voilà, il y avait une vraie expérience de scène différente qui m'intéressait et de ne pas être là seul, justement. Donc, c'est pas impossible que voilà, si j'ai d'autres BO qui marchent, ou de refaire peut-être un moment, moi, et proposer mes musiques de film jouées par un ensemble. J'aime bien ça, par contre, de jouer les musiques en live. Je trouve ça a plus de sens. Enfin, je trouve quand on arrive, autant on est au service d'un réalisateur. Il y a un moment, voilà, si la musique marche, ou que les gens demandent, enfin moi c'est un plaisir de les jouer. C'est une manière de te réapproprier ton travail. Oui, voilà, de réapproprier la collaboration même avec le réalisateur. Parce que quand on voilà.
Bonjour. Ma petite question, c'est est-ce qu'il t'arrive de déléguer le mixage et le mastering de tes morceaux ou tu veux garder une mainmise constante sur toute la création? Je mixe tous mes morceaux et je ne masterise aucun de mes morceaux. Voilà. C'est une étape. Le mastering, pour moi, c'est vraiment un truc à part que je laisse, et là, je deviendrais fou, je pense, si je masterisais en plus. Donc j'ai mixé mes morceaux. Des fois, je me pose la question, est-ce que c'est toujours une bonne idée? J'aimerais parfois pouvoir me débarrasser de cette étape du mixage. Mais je n'ai pas encore réussi. C'est encore un petit peu de travail chez le psy. La prochaine. Voilà. Je ne parle pas forcément des BO, hein, sur les albums plus. Mais sinon, oui, je mixe. Mastering, non. D'autres questions? Allez-y pendant qu'il est là. Ouais, tout à l'heure, vous disiez en fait que vous faisiez la musique en amont. En fait, vous la pensez en fait avec le réalisateur en amont, et que ça vous aidait justement à la construction et au développement, tout ça, aux ambiances, coloration. Et par exemple, dans Deadman, en fait, on a les Lions qui avaient travaillé en fait sur des rushs. Est-ce que ça vous est par contre jamais arrivé? Ça vous a pas... Si, ça m'arrive de travailler sur les films montés. Sur les rushs, proprement dit, non. Mais ça m'est arrivé de travailler sur les films déjà montés, les scènes, ou en cours de montage. Des fois, on sait que cette scène-là, elle peut être coupée, mais on peut proposer la musique. Donc c'est une sorte de rush ou un montage, un pré-montage. Après... Le truc du montage, c'est plus facile que ça soit le montage qui s'adapte à la musique que l'inverse, surtout si vous avez une musique avec du tempo. L'exemple 120 battements par minute, quand il faut couper dans une scène de club avec une grille qui a un cycle de 4 mesures, voilà, il y a des moments où on peut couper, des moments où on ne peut pas couper, sinon c'est ridicule. Donc souvent, c'est un peu aussi l'avantage d'avoir la musique avant le montage, c'est que du coup, le réalisateur, il connaît un peu le tempo, enfin il imagine le tempo de sa scène, vous avez fait le morceau à ce tempo-là, et puis lui il va monter dessus, et puis voilà, c'est beaucoup plus simple. J'ai même, avec Robin Campillo, on a parfois, c'est pour ça qu'il y a eu cette histoire des grosses caisses à la fin du film, c'est que je lui laisse des parties séparées même. C'est-à-dire que je fais le morceau, on a une idée globale du morceau avec le break, machin. Et lui, s'il a envie, pour 120 battements, c'est produit comme ça. S'il a envie de mettre un break à un moment, il enlève la rythmique et puis ça allège. Voilà, ça permet. Et après, moi, je remonte ça correctement. L'idée, ou ça peut être totalement l'inverse. Voilà. Il faut savoir aussi déléguer. Et puis il y a ce rapport de confiance qui est bien au bout d'un moment quand on travaille avec quelqu'un que vous connaissez. D'autres questions? Allez. Oui, il y a une question là. Monsieur. Quelle est ta Madeleine de Proust au niveau cinéma? Ton film préféré? Quelque chose que tu peux revoir et revoir? Je vais répondre à sa place, c'est Les Bronzés. C'est ça un peu le thème, non? C'est ça, bravo. La soupe aux choux. C'est une musique totalement électronique, la soupe aux choux. Un film d'avant-garde. Oui. Un peu de sérieux. Comment? Un peu de sérieux. Un peu de sérieux. Madeleine, en plus, gamin, et de le revoir tout le temps, c'est Il était une fois dans l'Ouest. Et peut-être Il était une fois en Amérique. Notamment la scène finale, qui musicale et géniale, c'est le thème donc là wagnérien, un thème par personnage, le thème pour Rebecca, et il y a Robert De Niro qui va prendre sa dernière pinte d'opium, et le film, c'est 3 minutes ou 4 minutes comme ça, que avec le thème, l'orchestration géniale de Morricone, et lui qui va prendre sa pipe d'opium, il a complètement flingué cette femme, c'est hyper dramatique, et l'action du film et la scène c'est un tableau sublime de comment c'est les gens qui sont là, qui font rien, qui font que prendre de l'opium, et De Niro qui va, tu vois, et c'est une force incroyable. Mais c'est les deux exemples que tu cites, c'est aussi la musique fait beaucoup
pour le souvenir qu'on peut garder d'un film, hein, quand même. Ah bah là, c'est le couple Morricone-Léon. Après, bon, Morricone, c'est pas Léon aussi. Enfin voilà. Oui, bah, là où on sent, c'est l'illustration que je vous disais tout à l'heure, c'est que Sergio Leone pense la musique de ses films. Après, bien sûr, il a Morricone sous la main. Parce que Morricone, il faisait une BO toutes les 7 minutes à peu près à une époque. C'était quand même. Et, dans tous les styles, en plus. Dans tous les styles, ouais. Dans tous les styles. Et toujours avec des qualités. Après, il n'y a pas que des grands chefs-d'œuvre. Non, mais on sent la patte. Ouais, voilà, le style. Bon. Et donc, il a ce musicien à disposition. Et pourquoi c'est plus génial chez Sergio Leone? Parce qu'il l'utilise et il le pense. Il pense son film. Où le début de « Il était une fois dans l'Ouest », incroyable. C'est un film, le montage son, c'est de la musique concrète. Il y a la rythmique du moulin avant, les gouttes d'eau qui tombent sur le chapeau. Il y a tout un rythme cri-cri comme ça dans la lenteur, qui est là pour le coup vraiment que avec les sons du film, qui est incroyablement musical. Donc ça, oui, ce sont mes madeleines. Après, c'est mon vieux dada, c'est un peu toujours les mêmes, mais bon, parce qu'on me demande une vieille madeleine, voilà, vous avez une vieille madeleine italienne. Bah, c'est largement honorable. Hein. Oui, je me suis. Une autre question? Ouais, juste en termes de matériel, quel est le clavier pour toi ou de tout ton setup que tu utilises le plus pour la musique de film? Bah, aucun. Enfin, okay. Ça va dépendre des films. D'accord. Pour 120 battements, j'ai ultra utilisé le Korg M1 parce qu'il y avait les sons d'orgue pour la house, il y avait plein de sons qui étaient donc un synthé digital un peu cheap, hein, d'ailleurs. Ça, c'est le synthé que j'ai pu utiliser. Puis il y a une grosse partie acoustique. Pour Curiosa, pas mal le Prophète 5. Parce que voilà, j'étais dans ma période où j'utilisais mon Prophète. Enfin, voilà, après, c'est des kiffs de moi de son sur les synthés. Voilà, je sais pas, comme j'ai pas eu des contraintes sur la musique électronique induites par les films réellement, donc j'ai pas fait des choix. J'ai pas eu des choix à faire comme ça qui étaient vraiment pertinents de dire tiens celui-là plutôt que celui-là par rapport au scénario. Là, c'était des choix musicaux personnels quasiment. Sauf pour 120 battements, puisqu'il y avait quand même le truc de retrouver le son du milieu des années 90 où ces synthés-là étaient très présents. Donc voilà. C'est bon? Encore? Et est-ce que tu n'aurais pas envie de faire une espèce de pont entre tes lives et le cinéma, de faire de la musique pour le spectacle vivant? Bah, j'en ai déjà fait. J'ai fait un spectacle de danse qui s'appelle Fix Me, donc je fais la BO. Donc là, avec un spectacle avec 5 danseurs et moi sur scène, qui fait avec un set proche de celui-là. Donc vraiment là, dans un spectacle de danse contemporaine, donc je l'ai fait en fait. Mais pour faire des bandes son de plus pour de spectacles théâtre ou autre? Bah là, si on me proposait, oui, pourquoi pas, oui. Je suis pas, je vais pas beaucoup au théâtre, j'avoue, donc mais comme je te dis, je suis prêt pour des rencontres artistiques, tu vois, avec des gens qui ont un discours, ça peut. Le processus était différent là pour ce spectacle de danse que pour une BO ou c'est à peu près pareil? C'est pas pareil parce que la dramaturgie se construit en tous les cas là avec le chorégraphe, c'est-à-dire il part avec une idée de discours et là il y a plus là pour le coup la musique peut influencer un peu plus que dans les films, puisqu'il n'y a pas de scénario à proprement dit, il y a une dramaturgie, donc dramaturgie c'est plus une évocation par rapport à un scénario, enfin donc là on l'a fait en même temps que la chorégraphie, c'est-à-dire que j'ai la structure du spectacle a été construite en même temps avec les danseurs, sous la direction du chorégraphe, bien sûr. Et si je proposais une idée, tiens, tout d'un coup, regardez, là, je fais une montée, ok, bah, ça correspondait à son intention. Et voilà. Question?
C'est pas de question, on va aller voir une bière. Oui, on commence à avoir 16 heures, soif, c'est un peu l'heure. Je crois que c'est le moment de nous quitter. On va remercier chaleureusement Arnaud qui nous a donné un joli éclairage sur cette composition de film. Voilà, on remercie aussi FIP, le partenaire de cet événement, et également vous, cher public. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour le 2e épisode de ce Chant des machines, qu'on espère assez régulier. Voilà. Merci à tous. Merci.